Voilà, bonjour. Pour le cours d'aujourd'hui qui porte sur la cinétique chimique, voilà, des réactions. Donc, comme d'habitude, Inch'Allah, nous allons faire un petit résumé de cours. Maintenant, vous aurez toujours l'occasion, comme on le faisait, d'interagir, de poser des questions et on va vous éclaircir le maximum possible. Voilà, donc c'est ça le thème d'aujourd'hui. Cinétique chimie, étude des réactions chimiques. Voilà, nous allons parler de réactions chimiques d'abord, comme vous l'avez fait dans les classes précédentes. Ensuite, parler de la vitesse d'une réaction par rapport au temps, comment évolue une réaction chimique par rapport au temps. Ensuite, parler de produits, de réactifs, des vitesses de formation, des vitesses de disparition et ce qu'on appelle la vitesse moyenne, la vitesse instantanée. Voilà. Ensuite, et le temps de demi-réaction. Donc, ce qui reste, c'est des calculs à faire comme calcul de nombre de moles, utiliser le bilan molaire ou bien le bilan volumique. Voilà, donc l'objet de ce chapitre, c'est faire comprendre aux élèves que la cinétique chimique a pour rôle d'étudier l'évolution des réactions chimiques au cours du temps. Donc, ça, c'est l'objet principal de cette leçon. Voilà, donc notre thème d'aujourd'hui, c'est l'étude des réactions. Maintenant, pour parler de réactions, on a en classe de seconde fait ce qu'on appelle les réactions chimiques. Voilà, maintenant, l'objet de la cinétique chimique est tout juste de montrer à l'élève comment évolue une réaction chimique. Parce que comme on le sait, dans une réaction, il y a plusieurs facteurs, ce qu'on appelle les caractéristiques qui peuvent influencer la réaction. Maintenant, c'est ce qu'on appelle des facteurs cinétiques. Oui, on vous écoute. Voilà, donc s'il vous plaît, si vous pouvez parler, ou bien si vous voulez parler, il faut lever la main, comme ça on vous interroge. Et il faut désactiver le micro pour permettre à tout un chacun de mieux entendre, c'est bon, et de pouvoir communiquer avec tout le monde. Voilà, donc il y a quelqu'un qui n'a pas désactivé son micro. Oui. Nogay, allez-y, Nogay Ndiaye. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Oui, soyez la bienvenue. C'est le Merci. Ramadan qui fait effet, quoi, Nogay? Non, même pas. D'accord, donc tu peux nous définir ce qu'est une réaction chimique? Une réaction chimique, c'est une transformation de la matière au cours de laquelle les espèces chimiques qui constituent la matière sont modifiées. Les espèces chimiques qui constituent la matière sont modifiées. Très bien, ça c'est Modifiées, une... Oui, ils sont modifiés, n'est-ce pas? Voilà, oui. là, c'est bon. On peut encore améliorer. Quelqu'un d'autre qui peut définir. Voilà, donc on va améliorer la définition. Donc, lors d'une réaction chimique, on a des espèces chimiques qui entrent en réaction. Exemple, si on prend un corps A qui entre en réaction avec un corps B. Maintenant, on obtient une transformation qui donne un corps C et un corps D. Maintenant, en chimie, on ne peut pas voir comment ça se passe la réaction, mais on peut interpréter comment se déroule la réaction. Donc, si on a un corps A et un corps B qui entrent en jeu, les deux corps vont se transformer en d'autres corps appelés C et D. Donc, d'après ce que Nogoy vient de dire, une réaction chimique est une transformation au cours de laquelle des espèces chimiques appelées réactifs vont se combiner, les deux vont se combiner pour donner de nouveaux corps appelés produits. Donc, les corps qui sont à gauche sont appelés réactifs et maintenant, les corps qui sont à droite sont appelés produits. Maintenant,
Ça, c'est l'interprétation macroscopique. Donc, on pense que ça se passe comme ça en réalité. Maintenant, comment faire pour comprendre l'étude cinétique? L'étude cinétique, c'est rien d'autre que l'évolution de la vitesse, l'évolution de la réaction. Donc, l'objet de la cinétique chimie, c'est étudier l'évolution des réactions chimiques au cours du temps. Maintenant, quand on dit au cours du temps, c'est-à-dire la durée par rapport à laquelle on peut considérer qu'une réaction est terminée ou bien la réaction n'est pas terminée, ainsi de suite. Donc, si on prend le cas d'une réaction d'estérification, estérification directe. Donc, si on prend l'estérification directe, donc, quels sont les corps qui entrent en réactif? Qui peut nous donner les réactifs pour une réaction d'estérification directe? Oui, Fatkine. L'alcool et l'acide carboxylique. Donc, pour une réaction d'estérification directe, on a un acide carboxylique Un alcool. et un alcool. Donc, un acide carboxylique plus un alcool donne ce qu'on appelle un ester et de l'eau. l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on vous a dit en classe par rapport à cette réaction-là? Elle est lente. Très bien, la réaction, elle est lente. Limitée et athermique. Très bien, la réaction, elle est lente. Lente veut dire quoi? Cela veut dire que l'évolution est très lente. Donc, par rapport à une durée, on peut dire que ça peut durer un jour, des heures, des minutes. Est-ce que vous voyez? Donc, on dit qu'elle est lente. L'une des caractéristiques fondamentales, la réaction, elle est lente. Vous avez dit tout à l'heure que la réaction est Limitée. limitée. Donc, limitée, c'est pourquoi vous voyez ici les deux flèches. Limitée veut dire que la réaction n'est jamais totale. Quand on fait une réaction d'estérification, à la fin, toujours, il va rester quelque chose à l'intérieur. On dit que la réaction n'est jamais totale ou bien la réaction est limitée. Autrement dit, on peut dire que la réaction est réversible. Très bien. Réversible veut dire que la réaction aussi est limitée ou bien la réaction n'est pas totale. Ensuite, maintenant, vous avez dit que la réaction est athermique. Athermique veut dire que, c'est quoi athermique? Oui. Ben Amar? Quand on dit c'est par rapport à la température. Oui. Très bien. Athermique, c'est en rapport avec la chaleur. Hein? Donc, parce que lors d'une réaction, il y a de la chaleur. Il y a des réactions qui ont besoin de la chaleur, comme la préparation du thieboudian. Donc, pour préparer le thieboudian, il faut apporter de la chaleur. On dit que cette réaction a besoin de chaleur. Donc, c'est une réaction qu'on appelle comment? Une réaction qui absorbe de la chaleur. C'est une réaction? Oui, Touré? Endothermique. Très bien. C'est une réaction endothermique. Une réaction endothermique est une réaction qui absorbe de la chaleur. Ensuite, il y a une réaction qu'on appelle exothermique. Exo veut dire quelque chose qui se dégage extérieur. Donc, une réaction exothermique, c'est une réaction qui dégage de la chaleur. Et enfin, il y a ce qu'on appelle une réaction athermique qui n'absorbe pas ou bien ne dégage pas de la chaleur. Donc, une réaction athermique est une réaction au cours de laquelle il n'y a pas de dégagement de chaleur ni absorption d'énergie ou bien de chaleur. Maintenant, à partir de cette équation, maintenant, on va essayer d'étudier la formation du ster, n'est-ce pas, au cours du temps. Maintenant, vous avez dit que la réaction, elle est lente, donc on peut chronométrer à chaque instant quelle est la quantité d'acide qui va disparaître et quelle est la quantité d'alcool qui va disparaître pour enfin former la quantité d'ester qu'on va obtenir. Donc, c'est pourquoi on dit étude cinétique. Donc, cela nous permet de comprendre l'évolution de la vitesse ou bien l'évolution de la réaction. Maintenant, quand on parle de l'évolution de la réaction, on fait allusion à une vitesse. Donc, si on veut traduire la rapidité d'un objet, c'est ça qu'on parle de vitesse. Rapidité d'un objet, on fait allusion à la vitesse. Maintenant, comme vous l'avez fait en cinématique, on vous a parlé de vitesse. Vitesse, et vous avez dit quoi? Comment on calcule la vitesse moyenne? Oui, Ben? C'est la distance. Très bien.
La vitesse moyenne, c'est la distance parcourue sur la durée. Donc, vitesse égale distance parcourue sur la durée. Maintenant, la durée, c'est quoi? C'est l'intervalle de temps qui s'écoule entre deux instants. Donc, c'est ça qu'on appelle la durée. Maintenant, par analogie avec notre cours d'aujourd'hui, nous, on ne fait pas aujourd'hui la mécanique, mais on fait ce qu'on appelle la cinétique chimie. Donc, la cinétique chimie, pour connaître l'évolution de la réaction, on va mesurer la vitesse de la réaction au cours du temps. Il y a des réactions qu'on qualifie de réactions rapides, il y a des réactions qu'on qualifie de réactions lentes et d'autres, on les qualifie de réactions infiniment lentes. Maintenant, vous voyez qu'avec la réaction d'estérification, vous avez dit que c'est une réaction qui est lente. C'est-à-dire que cette réaction prend énormément de temps. La réaction aussi de saponification, préparation du savon, c'est une réaction qui est aussi lente. Mais cette réaction, elle est totale. Maintenant, si on veut mesurer la vitesse de la réaction, on va maintenant utiliser ce qu'on appelle la grandeur molaire ou bien les grandeurs molaires. Ici, les grandeurs molaires, c'est quoi? Qui peut me parler de grandeur molaire ici? Nombre de moles. Très bien. Donc, nombre de moles, noté petit n, ou bien on dit la quantité de matière. On dit nombre de moles ou bien quantité de matière. Hein? Donc, c'est la même chose. Soit vous dites nombre de moles, soit vous dites quantité de matière. Et quoi d'autre? Concentration. Très bien. Il y a aussi ce qu'on appelle la concentration. Donc, soit on parle de nombre de moles, ou bien on parle de concentration. Mais il y a d'autres aussi, on peut parler de la masse ou bien du volume, n'est-ce pas? Oui. Donc, voilà, nous, notre objectif maintenant, c'est de vous montrer comment, à partir du nombre de moles, ou bien à partir de la concentration, ou bien à partir du volume, trouver ce qu'on appelle l'évolution de la réaction. Maintenant, en prenant en compte les quatre là, concentration, nombre de moles, volume et masse, on peut maintenant calculer ce qu'on appelle la vitesse d'une réaction chimique. Maintenant, il y a, comme en cinématique, vitesse moyenne, parce que lors d'une réaction, je peux dire j'ai commencé la réaction à T égale à 0. Donc, j'écris la définition que je traduis par une équation mathématique. Donc, on peut dire A plus B donne C plus D, notre chère réaction. Maintenant, à T égale à 0, T égale à 0 veut dire le moment où les deux réactifs se mettent en contact. Donc, ça qu'on appelle T égale à 0. Donc, T égale à 0, le nombre de moles du corps A. Je dis nombre de moles initial. Et là aussi, je mets nombre de moles initial du corps B. Donc, pour vous permettre de mieux comprendre, supposons le soir, vous commencez à préparer la rupture. Donc, vous avez des morceaux de sucre, vous avez de l'eau. Voyez, les deux, chaque corps a sa quantité de matière initiale. Maintenant, vous les mettez en contact. C'est ça qu'on appelle maintenant l'instant T égale à 0. L'instant où les deux corps se mettent en contact. Donc, comme les deux ne sont pas en contact, c'est pourquoi ici, on obtient 0, 0, parce que les deux ne sont pas encore en contact. Maintenant, dès que les deux A et B se touchent, attention maintenant, il y a une disparition. Il y a une disparition au niveau de A. Il y a aussi une disparition au niveau de B. Donc, une partie de A va disparaître, une partie de B aussi va disparaître. Maintenant, ce qui disparaît, on appelle ça la partie consommée ou bien la quantité réagie. Donc, cette quantité de réagie va se transformer en C et en D. Donc, c'est ça qu'on appelle une réaction. Donc, les deux corps A et B vont se combiner. Maintenant, comme les deux se combinent, A va perdre quelque chose, B aussi va perdre quelque chose pour donner de nouveaux corps ici, C et D. Maintenant, c'est ça qu'on appelle maintenant le tableau d'avancement. Maintenant, supposons, j'appelle X le nombre de moles ayant réagi. Donc, dans une réaction chimique, on fait le bilan molaire. C'est par rapport parce que la réaction se fait mol à mol.
Donc là, je n'ai pas mis de coefficient. Je peux mettre alpha ici pour équilibrer. Et là, je mets bêta, gamma et t, comme ça là. Donc, nous avons les coefficients que vous voyez ici. Donc, supposons ici, il y a alpha x qui va disparaître. Allez, si alpha x disparaît ici, là aussi, bêta x va disparaître. Et là, gamma x va se former et t x va se former. Donc, le x étant la quantité ayant réagi. Donc, l'étude cinétique porte maintenant sur A ou B ou C ou D. Maintenant, supposons, on fait très simple. Donc, je dis soit x, le nombre de moles ayant réagi. Donc, je note ça x. Maintenant, si x disparaît au niveau de A, selon vous, au niveau de B, combien va disparaître? Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Ben, oui, on vous écoute. Tu as dit si X disparaît. Oui, je prends comme x le nombre de moles ayant réagi ou bien ayant disparu. Oui, on mettra donc. J'ai pas compris la question. Très bien. Donc, regarde, j'ai pris x comme la quantité ayant réagi. Oui. Maintenant, au niveau de B, combien va réagir là-bas? X moins N moins X, bien. N moins x. Voilà, on regarde ici. D'après le bilan molaire, on sait que le nombre de moles du corps A réagit sur le nombre, le coefficient stéchiométrique alpha doit être égal au nombre de moles du corps B réagi sur le Oui, coefficient stéchiométrique bêta. Est-ce que vous êtes d'accord? oui, oui. Maintenant, la quantité réagie, j'appelle ça X. X étant la quantité réagie. Mhm. Maintenant, on va écrire alors X sur alpha égale nombre de moles de B réagi sur gamma. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, on va tirer ici le nombre de moles de B ayant réagi. Nombre de moles de B réagi, c'est X bêta sur très alpha. bien X bêta sur Alpha. alpha. Et c'est ça qu'on doit mettre ici. X bêta sur alpha. Est-ce que vous Oui. voyez? Oui. Donc, au niveau de C aussi, ça sera la même chose. Ça sera X, X. X à la place de bêta, ça sera gamma, n'est-ce pas? Oui. Sur X gamma. alpha. Voilà, donc là, c'est un cas général. Maintenant, je vais vous donner un cas très simple qui vous permettra maintenant de mieux comprendre avec des valeurs. Donc, prenons la réaction entre un acide plus un alcool. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure que entre un acide et un alcool, ça donne De l'ester et de un l'eau. ester et de L'eau. l'eau. Donc, vous avez l'ester et l'eau. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je prends exemple ici. Au départ, on a 0,1 mol de l'acide. Est-ce que vous voyez? Et pour l'alcool, on a 0,2 mol. Ça, c'est l'état initial. Maintenant, au niveau des produits, il y a 0, 0. C'est ça qu'on appelle l'instant initial, T égale à 0. Maintenant, entre les deux réactifs, quel est le réactif limitant? C'est C'est l'alcool. c'est l'alcool. Pourquoi? Parce que pour trouver le réactif limitant, on prend le nombre de moles initial de l'acide qu'on divise par le coefficient stéchiométrique. Maintenant, ici, le coefficient, c'est 1. Pour l'alcool aussi, on prend le nombre de moles initial qu'on divise par 1. Donc, si on divise par 1, on trouve ici 0,1 et là-bas 0,2. Donc, 0,1 est plus petit que 0,2. On dira que l'acide est le réactif limitant et l'alcool est le réactif en excès. Maintenant, on va toujours travailler avec soit le réactif limitant ou bien avec le réactif en excès, selon l'exercice maintenant. Maintenant, si je veux, oui, Ibrahim Diallo. Bon, je n'ai pas compris pour le réactif limitant. Voilà, j'ai donné un exemple entre la réaction entre un acide et un alcool, n'est-ce pas? On obtient un ester et de l'eau. Maintenant, on vous a montré en classe, pour trouver le réactif limitant, tu calcules le nombre de moles de l'acide qu'on divise par 2. N acide divisé par 1, le coefficient stéchiométrique, c'est bon? Ibrahim, tu es là? Oui, je suis là. Voilà, donc le nombre de moles d'acide, c'est combien?
0,1. Voilà, tu prends 0,1 divisé par 1, ça te donne combien? 0,1. Voilà, donc on trouve le nombre de moles 0,1. Ensuite, tu calcules le nombre de moles de l'alcool, n'est-ce pas? Que tu divises par 1 encore. N alcool, c'est 0,2. Je prends 0,2 divisé par 1, ça donne? 0,2. Très bien. Maintenant, regarde les deux nombres là. Entre 0,1 et 0,2, quel est le plus grand? 0,2. Donc, on dira que l'alcool est le réactif en excès et l'acide est le réactif Limitant. limitant. Ok. C'est bon. Ok, merci. Voilà, donc on va essayer de vous montrer maintenant comment trouver la quantité de matière de l'ester formé. Oh, Si, oui, Ben, voilà, donc on a 0,1 mol et là-bas on a 0,2 mol. Donc on va travailler avec la quantité limitante. Donc la réaction est terminée si les 0,1 mol récent. sont consommés, n'est-ce pas? Donc maintenant, si les 0,1 mol consommés, la réaction est terminée. Donc maintenant, on va vous montrer d'après le bilan molaire. Ici, on pose X comme étant la quantité ayant réagi. Donc je pose X, c'est la quantité réagie, n'est-ce pas? Là aussi, X. Maintenant, la quantité formée ici, ça sera X, X. Pourquoi? Parce que les coefficients stéchiométriques sont 1, 1, 1. Donc si X disparaît au niveau de l'acide, X aussi va disparaître au niveau de l'alcool et X va se former au niveau de l'ester et au niveau de l'eau. Maintenant, si on veut trouver la quantité restante, on va prendre la quantité initiale, 0,1, moins la quantité réagie. Donc 0,1 étant la quantité initiale, donc je mets 0,1, moins la quantité restante. Donc la quantité réagie, c'est 0,1 et la quantité restante, la quantité réagie, quantité initiale, c'est 0,1 moins X, qui est la quantité réagie. Donc là aussi, je fais 0,2 moins X. Et maintenant, là aussi, on va avoir X, X. Donc, vous voyez, le nombre de moles d'acide restant, N acide restant, égale nombre de moles d'acide Initial. initial moins nombre de moles d'acide Réel. réagi. C'est bon? Mhm. Maintenant, le nombre de moles d'acide initial, c'est ce qu'on appelle 0,1 N acide initial moins N acide réagi. On dit réagi ou bien disparu ou bien consommé. Maintenant, la quantité réagie est notée ici X et la quantité initiale, c'est 0,1. Et là, c'est 0,1. Voilà, maintenant, d'après cette relation, maintenant, on peut trouver le nombre de moles réagis. Maintenant, ce qui réagit au niveau de l'acide, c'est la même chose que ce qui va se former au niveau de l'ester. Donc, pour trouver le nombre de moles d'ester, on regarde seulement la quantité d'acide ayant réagi. Maintenant, dès que cette quantité est consommée, on dit que la réaction est terminée. Maintenant, ce qui est important avec la cinétique chimique, on ne trouve jamais... Oui, mam cher, Et bonsoir, monsieur, ça va bien? ça va, vous allez bien? Je voulais demander qu'il y a une relation qu'on avait appelée, et lorsqu'on appelait les réactions d'acidification dans l'alcool, moi, les N sur 3, N sur 3 égale, comme N0 sur 3 égale N0 sur 3 égale 2 N0 sur 3 égale 2 N0 sur 3. Cette relation-là, quand est-ce qu'on doit l'utiliser? Même moi, je ne connais pas le 3. D'où vient le 3? Parce que moi, lorsqu'on calculait la constante d'estérification, La constante d'estérification. on avait utilisé au numérateur, on avait mis 2N, C'était 2N sur quelle 3. réaction et quelle réaction? Entre quel Estérification, corps? C'est une réaction d'estérification. d'estérification pour calculer, comment dire, lorsqu'on disait le pourcentage d'estérification, c'est 67% pour les alcools primaires.
pour les alcools primaires. On avait utilisé une relation où N0 étant le nombre initial. Mais pourquoi vous avez divisé par 3? C'est une relation qu'on nous a donnée en classe. Ah, il faut que je regarde la relation pour pouvoir donner une réponse. D'accord. Si tu peux envoyer par message la relation, comme ça je vais au moins regarder quelle est la relation, c'était entre quel acide, quel alcool pour pouvoir donner une réponse exacte. C'est bon? D'accord. Maintenant, en tout cas, dans tous les cas, tu écris la réaction entre l'acide et la base et tu équilibres bien. Maintenant, souvent, avec la chimie organique, c'est-à-dire que les coefficients sont 1, 1. D'accord. Donc, après, si tu me montres la relation, je pouvais donner des éclaircissements, Inch'Allah. Tierno, oui? Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Est-ce que vous pouvez retourner un tout petit peu en arrière? J'ai pas bien compris la relation. La relation entre? À partir de 0,1 moins X. Très bien, 0,1 moins X, c'est bon? Mhm. Voilà, j'ai écrit ici l'acide plus l'alcool donne l'ester et l'eau, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, maintenant, j'ai donné un exemple. J'ai dit, supposons que le nombre de moles initial de l'acide, c'est 0,1. Et le nombre de moles d'alcool, c'est 0,2. Donc, ça, c'est l'état initial. Ça veut dire que les deux corps ne se touchent pas encore. Chacun va garder son nombre de moles ou bien sa quantité de matière. C'est bon? Maintenant, c'est pourquoi j'ai mis 0, 0 au niveau de l'ester et de l'eau. Parce qu'il n'y a pas encore de formation. Yeah, parce qu'il n'y a pas encore de réaction, il n'y a pas encore de formation. Donc, on interprète ça comme ça. Ensuite, j'ai mis, posons X, ou bien soit X, la quantité réagie, ou bien la quantité consommée. Maintenant, si on consomme X au niveau de l'acide, on va consommer X aussi au niveau de l'alcool. Pourquoi? Parce que les deux ont le même coefficient stoichiométrique. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce qui disparaît au niveau de l'acide va réagir avec l'alcool aussi, pour donner ce qu'on appelle l'ester. Maintenant, attention, la réaction se fait mol à mol. 0,1 mol de l'acide va réagir exactement avec 0,1 mol de l'alcool. Est-ce que tu suis bien? Pour donner maintenant l'ester et l'eau. Maintenant, tout à l'heure, on avait montré que l'alcool est en excès. Donc, d'après la réaction et les valeurs données, l'alcool est en excès. Donc, l'acide est le réactif limitant. Donc, si toute la quantité d'acide est utilisée, la réaction est terminée. C'est bon? Maintenant, le X que j'ai écrit ici, ça s'appelle la quantité ayant réagi au niveau de l'acide comme au niveau de l'alcool. C'est bon? Maintenant, ce qui réagit au niveau de l'acide et de l'alcool, c'est ce qui va donner l'ester là. C'est pourquoi on dit qu'une réaction chimique, c'est des corps qui se combinent pour donner de nouveaux corps. Maintenant, j'ai donné un exemple ici. J'ai dit, calculons maintenant la quantité d'acide restant. Donc, pour calculer la quantité d'acide restant, tu prends la quantité initiale moins la quantité ayant réagi. Est-ce que c'est bon? Donc, c'est pourquoi j'ai mis ici N initial acide moins N réagi qu'on appelle X. D'accord. Et maintenant, cette relation nous permettra aussi de trouver la quantité d'ester formée. Parce que d'après le bilan molaire, le nombre de moles d'acide réagi sur 1 est égal au nombre de moles d'ester formés sur 1. Maintenant, ce qui réagit au niveau de l'acide, on appelle ça X. Donc, ce qui va se former au niveau de l'acide aussi, ça sera encore X. C'est bon? Oui. Bon, parce que là, il n'y a pas de coefficient. Les coefficients, c'est 1, 1. S'il y avait des coefficients, on va tenir en compte le coefficient stoichiométrique. C'est bon? Merci. Voilà, maintenant, on va avancer pour ne pas perdre beaucoup de temps parce qu'il nous reste 2 X à traiter. Voilà, maintenant, il nous faut maintenant donner les formules pour calculer la vitesse. Donc, il y a 2 types de réactions. Maintenant, ici, on peut calculer ce qu'on appelle la vitesse de formation, la vitesse moyenne, comme vous l'avez fait en cinématique. Vitesse moyenne, c'est toujours entre 2 instants. Donc, si on demande de calculer la vitesse entre t égale 1 et t égale 20, donc je vais regarder les quantités de matière. Je dis
nombre de moles à T égale à 20, ce que j'appelle le nombre de moles final, moins le nombre de moles à T égale à 2, qu'on appelle le nombre de moles initial, sur le temps final, moins le temps initial, comme vous l'avez fait en cinématique. Maintenant, attention, nous sommes en chimie. La vitesse ne s'exprime pas en mètres par seconde, mais plutôt en, regardez ici le rapport. Nous avons nombre de moles, donc ça sera mol par minute, ou bien par heure, ou bien par seconde, selon l'énoncé. Est-ce que vous voyez? Donc, attention, ce n'est pas mètre par seconde. Maintenant, si on vous donne un cas où vous avez tracé la courbe de la concentration, donc pour calculer la vitesse moyenne avec des données par rapport à laquelle on a la courbe de la concentration, donc c'est la même formule qu'on appelle concentration finale moins concentration initiale sur temps final moins temps initial. Donc, c'est ça qu'on appelle la vitesse volumique, hein? Vitesse moyenne volumique. Pourquoi vitesse moyenne volumique? Parce qu'en troisième, on nous a enseigné les concentrations molaires et concentrations massiques. Et maintenant, si on dit concentration molaire ou concentration molaire volumique, c'est la même chose. Donc, concentration n'est rien d'autre que nombre de moles sur volume de la solution. Donc, c'est pourquoi si on divise le nombre de moles total par le volume de la solution, ça nous donne seulement la concentration. Donc, on peut calculer aussi la vitesse en utilisant la différence des concentrations. Maintenant, ça, c'est le cas où il y a formation. On peut aussi calculer ce qu'on appelle la vitesse instantanée. Ça veut dire à un instant précis. Maintenant, ça se fait graphiquement. Une fois qu'on trace la courbe, nous obtenons la courbe de la forme comme ça. Maintenant, si c'est formation, on obtient quelque chose comme ça. Maintenant, ici, c'est temps. Et là, c'est la concentration ou bien le nombre de moles ou bien la masse ou bien le volume selon la grandeur tracée. Maintenant, pour trouver la vitesse, on applique la formule dérivée du nombre de moles ou bien dérivée de la concentration par rapport au temps. Maintenant, comment on trouve? Ça, c'est ce qu'on appelle différentiel. Une différence entre deux instants très proches. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez la date indiquée. On dit à t égale à 20. Vous venez là. 20 est là. Maintenant, vous projetez ici au niveau de la courbe. Maintenant, et vous tracez la tangente en ce point. On trace la tangente en ce point et on cherche maintenant un triangle rectangle. Maintenant, si vous voyez bien, si on a un triangle rectangle, donc pour trouver la vitesse, on fait delta de n qui signifie seulement cette différence-là. Donc, on mesure ça avec la règle et sur le temps delta de t. Maintenant, dès que vous avez les valeurs, en prenant la règle, vous mesurez, ça vous donne la distance en centimètres que vous allez multiplier par l'échelle pour avoir la dimension réelle. Et vous faites maintenant le rapport, ça vous donne ce qu'on appelle la vitesse instantanée. Elle est toujours déterminée graphiquement. Le delta que vous voyez ici, ça signifie la variation. Donc, vous mesurez ici avec la règle et vous obtenez les dimensions. Maintenant, ce que vous trouvez, c'est ce qu'on appelle la vitesse instantanée. Maintenant, à une autre date aussi, on fait de la même manière, on trace la tangente au point considéré. Donc, vous voyez ici, si vous tracez un triangle, c'est comme en troisième, on obtient seulement un triangle rectangle. D'après la relation trigonométrique, on peut dire seulement c'est le coefficient directeur de la droite. Donc, le coefficient directeur de la droite, c'est ça qui nous ramène à la vitesse instantanée. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle vitesse instantanée de formation. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la vitesse moyenne de disparition. Quand on dit formation, c'est les produits qui se forment. On dit disparition, c'est des réactifs qui disparaissent. Maintenant, si l'étude porte sur un des réactifs, là, on dit que c'est une disparition. Et pour calculer la vitesse moyenne de disparition, on applique la même règle. Donc, c'est toujours nombre de moles final moins nombre de moles initial sur temps final moins temps initial. Mais attention, quand on dit disparaît, le nombre de moles final est plus petit que le nombre de moles initial. Donc, c'est pourquoi on met un signe moins pour éviter que la valeur soit négative. Parce qu'on parle de vitesse, les vitesses toujours ont des valeurs positives. Donc, c'est pourquoi on met un signe moins pour éviter
la valeur négative. Maintenant, de la même manière, si on a la concentration aussi, on raisonne de la même manière. Vous mettez un signe moins, vous dites c'est concentration finale, moins concentration initiale, sur temps final, moins temps initial. Donc, c'est comme ça qu'on calcule la vitesse moyenne de disparition. Maintenant, si c'est la vitesse instantanée de disparition, là, il faut tracer la courbe d'abord, ou bien on vous propose la courbe. Maintenant, à partir de la courbe proposée, maintenant, vous allez calculer ce qu'on appelle les vitesses. Donc, attention, souvent, on vous dit de trouver la vitesse à t égale à 0. Si on dit à t égale à 0, ça veut dire à l'état initial. Maintenant, il faut comprendre qu'en cinétique chimique, dès qu'on mélange les deux corps, ou bien dès que les deux corps sont en contact, la vitesse, elle est maximale. Donc, en cinétique chimique, la vitesse est toujours maximale à la date t égale à 0 et diminue progressivement au cours du temps. Donc, vous voyez, si on trace la tangente, on a quelque chose comme ça. Maintenant, vous mesurez cette distance et vous faites le rapport. Ça nous donne ce qu'on appelle la vitesse instantanée, toujours dérivée du nombre de moles par rapport au temps. Maintenant, attention, nous avons une courbe de disparition. Il faut obligatoirement mettre le signe moins devant pour montrer que c'est une disparition. Donc, ce qu'il faut comprendre en physique, en chimie, le signe moins traduit seulement une disparition et le signe plus traduit formation. Donc, quand on définit, on dit la vitesse moyenne de disparition, c'est l'opposé de la dérivée du nombre de moles par rapport au temps. Donc, c'est comme ça qu'on définit la vitesse instantanée. Oui, Tcherno. Monsieur, Euh, je veux juste demander si ici aussi on va multiplier par l'échelle ou pas. Oui, à chaque fois qu'on mesure, il faut multiplier par l'échelle. Exemple, si vous avez tracé la courbe, exemple, je vous donne un exercice où vous allez tracer la courbe. Maintenant, en traçant la courbe, vous avez utilisé une échelle pour pouvoir faire la construction, n'est-ce pas? Maintenant, pour trouver la valeur réelle, il faut encore multiplier par l'échelle. Donc, on vous a dit dimension réelle égale dimension sur la carte multipliée par échelle. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi il faut toujours multiplier par l'échelle avant de faire les calculs. Ok, merci. OK. Ben, très bien. Donc, on continue. alors, oui, monsieur, Oui. par rapport à la vitesse, Oui. si on passe par la dérivée sur le dérivé de temps, je ne comprends pas ça. Très bien. Ça, c'est juste une formule, Ben. Maintenant, on l'écrit comme ça. On dit c'est l'opposé de la dérivée du nombre de moles par rapport au temps. Maintenant, comment on le fait graphiquement? Tu es là, Ben? Oui, je suis Très là. bien. Bon, pour trouver la vitesse, il te faut d'abord tracer la courbe. Oui. Maintenant, exemple, vous voyez ici, la courbe que j'ai, c'est une courbe de disparition. Maintenant, je vais reprendre ça, tu vas voir. Donc, on trace la courbe de disparition. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc là, c'est la quantité de matière, supposons. Là, c'est le temps. Maintenant, Mben était là et Mben disparaît. Tu vois? Oui. Maintenant, je veux calculer la vitesse de disparition de Mben. Donc, il faut forcément, l'énoncé va vous donner une date parce qu'on ne peut pas calculer sans connaître la date. Exemple, on vous dit calculer la vitesse à la date t égale à 0. Ben, tu es là? Oui, je suis là. Prends la règle, tu traces la tangente à la date t égale à 0. Donc, tu regardes, je place la règle ici, en ce point-là. Exemple, Oui. le départ, c'est 1, le point de départ. Donc, je trace ici la tangente comme ça. Donc, j'ai une droite qui est la tangente. Maintenant, si tu regardes bien, j'ai un triangle rectangle entre ça et ça. Tu as vu? Oui. Donc, ce qui est là est appelé delta de n. Ça veut dire la variation du nombre de moles et là, la variation du temps, ce qu'on appelle la durée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends la règle, tu mesures cette distance-là avec la règle. Exemple, ben, tu trouves 3 cm. Donc, tu mets 3 cm multiplié par l'échelle que tu avais utilisée pour faire la construction. Divisé maintenant. Tu mesures la base de temps ici. Exemple, tu trouves 1,3. Tu mets 1,3 cm multiplié par l'échelle de temps encore. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Voilà. Maintenant, tu prends la calculatrice, tu fais la division. Ce que tu trouves est appelé la
la vitesse. Mhm. You know? Oui. Ici, le moyen n'intervient pas. Le moyen n'intervient uniquement lorsqu'on écrit la Formule. formule. Donc, si on trouve ici une valeur, on va trouver une valeur qui est Oui. positive. Hein? Oui. C'est bon? Oui, c'est Voilà, bon. maintenant, ce qui est plus intéressant en cinétique chimie, la vitesse est toujours maximale à la date t égale à 0. Donc, à t égale à 0, c'est le moment où les deux corps ou bien les deux réactifs sont en contact. Dès que les deux réactifs sont en contact, on dit que la vitesse est maximale. Donc, V est maximale, c'est-à-dire que la vitesse est maximale à t égale à 0, c'est-à-dire à la date t égale à 0. Est-ce que vous voyez? Et la vitesse diminue au cours du temps. La vitesse diminue au cours du temps. Donc, plus la réaction avance, plus la vitesse diminue. Donc, c'est pourquoi vous voyez ici la courbe tend vers l'infini jusqu'à s'annuler. Donc, si c'était une courbe de formation aussi, c'est la même chose. Donc, il faut bien retenir ça. En cinétique chimie, la vitesse diminue progressivement au cours du temps. Donc, il n'y a pas de vitesse qui augmente. Maintenant, si on veut accélérer la réaction, si on veut accélérer la réaction, on peut ajouter un catalyseur. Maintenant, ou bien ce qu'on appelle les facteurs cinétiques. Exemple, je vous donne un exemple très simple. Maintenant, on vous dit il fait actuellement 19h10. C'est à 19h20 ou 19h15 l'heure de rupture. Maintenant, vous voulez chauffer l'eau. Vous ouvrez le robinet du gaz et vous voyez que le gaz sort peu. Donc, attention, il y a problème. Certains vont commencer à pleurer, comme Ben, les tiernos, comme ça, là. Maintenant, vous allez dire que non, je vais changer de gaz. Ou bien vous allez augmenter le volume. Ou bien vous allez augmenter la température. Donc, en augmentant la température, on intervient sur la réaction. Ça veut dire que tu accélères la réaction. Donc, ça qu'on appelle les facteurs cinétiques. Les facteurs cinétiques ont pour objet ou bien pour rôle d'accélérer la vitesse de la réaction. Et maintenant, pour une même date, la vitesse va augmenter parce que la quantité qui va disparaître va être beaucoup plus rapide. Exemple, si vous avez la courbe de tout à l'heure, on a ça. Ça, c'est sans catalyseur. Il n'y a pas de catalyseur. Sans catalyseur. Maintenant, si on travaille avec catalyseur, la réaction est beaucoup plus rapide. Donc, cette disparition, ça passe par là. Est-ce que vous voyez? Donc, pour une même date même, regardez ici. Au départ, on avait le nombre de moles ici. Oui. On projette, ça nous donne la quantité de matière. Maintenant, pour cette même date, quand on est là, vous voyez, la quantité, voyez, on a ici, supposons, si on avait ici 3, n'est-ce pas? Là, on doit obtenir combien selon vous? 2. 2. Donc, voyez, pour une même date, la quantité qui disparaît va être beaucoup plus rapide. Maintenant, pour une même date, on peut dire que la vitesse augmente parce qu'on a ajouté un catalyseur ou bien un facteur cinétique. Et les facteurs cinétiques, c'est la température, la concentration, ou bien on peut jouer sur les types de facteurs, quoi. Soit on augmente l'un des réactifs, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on appelle les facteurs cinétiques. Donc, en grosso modo, c'est ça la partie cinétique chimique. Donc, tout ce qui reste, c'est des calculs de concentration, calculs de volume, ainsi de suite. Donc, on va, sans plus tarder, on va commencer la correction de l'exercice numéro 1. Oui, Abdurrahman? Monsieur, Oui, pour la vitesse de formation, pour la vitesse de formation. à Oui. t égale à 0, la vitesse est maximale. Toujours, que ça soit formation, que ça soit disparition, à t égale à 0, la vitesse est toujours maximale et diminue au cours du temps. Pourquoi ça diminue? Selon vous, car le nombre de moles des réactifs ou bien la concentration des réactifs diminue. Donc, c'est ça qui amène la diminution. C'est bon, Abdourahmane Aboubakar? Moi, je pensais que à t égale à 0. Ça dépend des concentrations ou bien du nombre de mots. À chaque fois que tu as
un exercice de cinétique chimie, on te Oui. dit qu'à quelle date la vitesse est-elle maximale? C'est à la date t égale à 0. D'accord. Et la vitesse tend à diminuer au cours du temps. You know? Ouais. Voilà, donc à chaque fois, on calcule après avec les exercices, vous allez voir si on calcule à la date t égale à 0 et à une date qui est supérieure à 0, vous allez voir la valeur, on va observer attentivement la valeur et vous-même, vous allez donner une conclusion quant à la diminution. Est-ce que c'est bon? Allez-y, maintenant, on passe à la correction de l'exercice numéro 1. Maintenant, qui peut nous lire l'énoncé? Bleu. Oui. L'eau oxygénée, H2O2 réagit avec une solution acidifiée, d'iodure de potassium K+, plus I-, selon l'équation. Il faut augmenter un peu le son. Oui. L'eau oxygénée H2O2 réagit avec une solution acidifiée, d'iodure de potassium Mhm. K+, plus I-. Oui. Selon l'équation H2O2 plus 2I- plus 2H3O plus donne I2 plus 4H2O. Très bien. Mhm. Dans son bécher, Mhm. on mélange un volume V1 égale 50 ml Mhm. d'une solution S1 d'iodure de potassium Mhm. de concentration molaire C1 avec une solution S2 Mhm. d'eau d'oxygéné de volume V2 égale 50 ml. Très bien. Donc, on connaît le volume. Hein? Oui. Mhm. De concentration molaire C2. Mhm. On ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique. Mhm. La courbe de la feuille annexe représente l'évolution de la quantité de matière restante de H2O2 en fonction Mhm. du temps. Très bien. Donc, ce qui m'intéresse ici, la quantité de matière restante en fonction Du temps. du temps. Est-ce que vous voyez? Donc, la quantité de matière restante, on a tracé en cinétique chimie. Là aussi, c'est une information qu'il faut bien retenir. En cinétique chimie, à chaque fois qu'on fait un prélèvement, on prélève la quantité qui reste là-bas. Mais on ne peut pas prélever la quantité initiale. Mais, exemple, tu achètes 1 kilo de pain. Oui. Ça, c'est la quantité initiale. Maintenant, tu commences à manger 2 minutes après. Oui. Une de tes camarades, Adi Maguetnia, comme elle aime le pain, elle vient de dire, Ben, il faut m'accorder la moitié. Wow, voilà. Maintenant, ce que tu vas donner, ça ne peut pas être la quantité initiale, mais la quantité qui reste, c'est-à-dire la quantité restante. Donc, tu lui donnes qu'une partie qui reste, mais pas la quantité initiale que tu avais au début. Est-ce que tu as compris? Oui. Donc, à chaque fois, en cinétique chimie, on vous dit, on prélève. Attention, ce qu'on prélève, c'est la quantité restante. Maintenant, c'est cette quantité-là qu'ils vont doser ou bien diluer ou bien je ne sais pas quoi. C'est bon? Oui. Maintenant, autre chose, si on fait une trempe, c'est pour bloquer la réaction. On bloque la réaction pour pouvoir faire un dosage. Maintenant, dans l'exercice, on vous dit, à partir des demi-équations, retrouvez l'équation bilan. Allez-y, tu proposes quoi, Adima Genya? Adima Genya, ne peut... C'est pas méchant aussi, on peut parler, hein? Bonsoir. Bonsoir. Oh, vous allez bien? Vous parlez fort, Adi. D'accord. Vous m'entendez là? Oui, je vous entends. D'accord. Alors, pour l'équation bilan, Mhm. on fait d'abord les équations redox. Très bien, on commence par les équations redox. Ouais. Donc, on commence par le H2O de l'eau oxygénée. Très bien, l'eau oxygénée. Voilà, donc j'écris ici le couple. Hein? Oui. Donc ça, c'est le couple redox. Maintenant, là, on n'a pas donné le potentiel standard. On pouvait vous donner le potentiel standard pour vous aider à faire la règle de gamma. Maintenant, comme ce n'est pas donné, je dis souvent à mes élèves que vous regardez l'énoncé.
On vous dit dans un bécher, on mélange une solution d'iodure. Attention, là, quand on dit KI, le KI, c'est la formule statistique. Il y a ce qu'on appelle formule ionique et formule statistique, c'est bon? Mhm. Maintenant, on dit une solution. À chaque fois qu'on dit une solution, c'est sous forme ionique. C'est pourquoi on a écrit ici en haut K plus I moins. Mhm. Donc, on mélange une solution d'iodure de potassium avec une solution d'eau oxygénée. Donc là, on vous donne l'information entre qui et qui vont réagir. Donc, la réaction ne concerne que les ions I- et l'eau oxygénée. Donc, cela vous permet de comprendre quels sont les deux corps qui doivent être au niveau des réactifs. Aminata Sek, bonjour. Très bien, on continue à Maguette. Maintenant, vous avez l'eau oxygénée, le couple, et l'autre couple maintenant, c'est I2, I-. I-. I2, I-. Donc, si on écrit les deux couples comme ça, ensuite, on applique seulement la règle de Gamma qui dit toujours l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort pour donner l'oxydant le plus faible et le réducteur le plus faible. Donc, c'est ça la règle de Gamma. Maintenant, Adi, on va écrire ensemble les demi-équations. Donc, on commence par H2O2 qui se transforme en H2O. H2O. Maintenant, on va équilibrer ensemble. Comment on va faire? On multiplie par 2. Voilà, on multiplie par 2. Donc, c'est-à-dire quoi? Là, on a 2 atomes d'hydrogène au niveau des réactifs et au niveau des produits, le même nombre d'atomes. Maintenant, si les atomes d'hydrogène sont équilibrés, on passe aux atomes d'oxygène. Au niveau des réactifs, nous avons 2 atomes d'oxygène et au niveau des produits, on a un seul atome d'oxygène. Maintenant, pour équilibrer les oxygènes, on nous avait dit qu'il faut ajouter de l'eau. Donc, on ajoute de l'eau, H2O. Est-ce que c'est bon? Maintenant, lorsqu'on ajoute de l'eau, vous voyez que le nombre d'atomes d'hydrogène augmente. Si le nombre d'atomes d'hydrogène augmente, on a 4 au niveau des produits, alors qu'on a 2 au niveau des réactifs. Donc, il faut encore ajouter H+. Donc, on dit 2H+. C'est bon? Maintenant, si vous regardez, les atomes d'hydrogène sont équilibrés, les atomes d'oxygène aussi sont équilibrés. Maintenant, il reste que les charges. Vous regardez bien, au niveau des réactifs, jusque-là, il y a combien de charges, Adi? 2. Très bien, il y a plus 2. Et au niveau des réactifs, il y en a combien? 0. 0. Donc, les produits sont neutres, mais les réactifs ne sont pas neutres. Donc, il faut neutraliser. Et pour neutraliser, il faut ajouter des électrons. Il y a combien de charges positives? Il y en a 2. Donc, il faut apporter encore 2 charges Négatif. bien, 2 au moins. Donc, on ajoute plus 2 au moins. Maintenant, si on ajoute 2, tout est équilibré. Maintenant, on peut dire que l'équation est équilibrée. Maintenant, si vous voulez aussi, vous le faites avec 2 flèches ou bien avec une flèche, c'est correct. C'est bon? C'est une demi-équation. C'est bon? D'accord. Très bien. Maintenant, ça, c'est la première équation. Ensuite, on passe à l'autre équation. Maintenant, attention, l'autre équation, il faut commencer par le I-. Et le I- se transforme en I2. Donc, si on équilibre bien, Adi, on a au niveau des réactifs un seul atome d'iodure et au niveau des produits, on a 2 atomes d'iodure. Oui, donc Il on faut multiplier par 2. Par 2. Donc, on multiplie par 2. Très bien. Si on multiplie par 2, qu'est-ce qui n'est pas encore équilibré? Comment on appelle ça? Les charges. On peut, voilà. Donc, on va ajouter quoi maintenant pour que ça soit équilibré? 2 électrons. Très bien. On va ajouter 2 électrons pour que ça soit neutre. Donc, toujours, si c'est bien fait, les deux demi-équations, vous devez obtenir les électrons de part et d'autre. Il faut bien retenir ça. Si les demi-équations sont bien écrites, vous devez obtenir toujours les électrons de part et d'autre. C'est bon pour tout le monde? Monsieur, Oui. là, pour appliquer la règle de Gamma, Mhm. si on ne nous a pas donné le degré, je sais pas Le comment, potentiel standard, oui. le potentiel standard, oui. Mhm. Comment on va savoir comment on va connaître les réactifs limitants et les réactifs forts, je sais pas. Non, non, bon, pour l'équation, on n'a pas besoin de réactifs limitants ou en excès. C'est bon.
Oui, Maintenant, comme le potentiel standard n'est pas donné, donc oui. toi, tu regardes l'énoncé. C'est tout à l'heure ce que je disais. Mhm. Tu peux lire Je relis. dans un bécher, là-bas. Lire le fauve. OK, dans un bécher, on mélange un volume Va égal à 50 ml d'une solution S1 diodure de potassium Très bien. de concentration molaire S1 avec une Avec. Mhm. S2 d'eau oxygénée de Très volume bien, on s'arrête là. Maintenant, on mélange quoi et quoi? de l'iodure de potassium et de Que l'eau. représente l'iodure de potassium? C'est I-. D'accord. Parce que le K+ est un ion spectateur. Mhm. Est-ce que c'est bon? Oui. Maintenant, l'eau oxygénée, sa formule, c'est H2O2. Il l'a bien mentionné, c'est bien mentionné ici dans l'exercice, c'est bon? Mhm. Donc, c'est les deux qui vont réagir. D'accord. Donc, cela veut dire que c'est les deux qui vont être au niveau des réactifs. C'est bon? Oui. Voilà, donc si le potentiel n'est pas donné, il faut bien lire le texte et regarder qui et qui vont réagir pour donner qui et qui encore. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, on passe à l'équation bilan maintenant. Maintenant, pour trouver l'équation bilan, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer les électrons. Mhm. Et vous voyez, dans l'équation, nous avons partout 2 électrons. Donc, pour les éliminer, c'est facile, hein? Donc, on fait la somme des réactifs H2O2 plus 2I- et on met une seule flèche pour montrer que c'est l'équation bilan. Donc là, vous avez H2O, H2O. La somme, ça va donner 2 H2O. H2O, n'est-ce pas? Plus I2. Voilà, c'est ça l'équation de la réaction. C'est bon pour tout le monde? Qui n'a pas compris? Le 2H+, on ne le prend pas en compte. Le 2, H+. le 2H+. Oui, oui, le 2H+, on prend ça en compte. Donc, il y a 2H+ qui manque. Merci, Adi, tu seras honoré. Cela montre que le ramadan ne fait pas encore effet. Voilà, c'est bien. C'est 2H+. Après, qui donne maintenant 2H2O. 2H+, qui donne 2H2O maintenant, plus I2. Maintenant, si vous vérifiez bien, l'équation est équilibrée. Maintenant, attention, eux, ils nous demandent de montrer que c'est la forme 2H3O+. Alors que nous, on a H+. Comment faut-il faire? Parle fort. Tierno. En ajoutant 2 molécules d'eau partout. Très bien. En ajoutant 2 molécules d'eau. En ajoutant 2 molécules d'eau. Très bien. Maintenant, si vous avez déjà équilibré l'équation, dites-vous que vous avez réussi les 90%. Donc, ce qu'il faut faire, vous regardez seulement le coefficient qui est là. Il y en a 2. Donc, comme c'est 2, donc il faut ajouter 2H2O. Maintenant, si on ajoute 2H2O au niveau des réactifs, il faut encore ajouter 2H2O au niveau des produits pour que l'équilibre se conserve. Est-ce que c'est bon? Oui. Maintenant, si vous ajoutez 2, maintenant, il faut factoriser par 2 et l'équation devient maintenant H2O plus 2I- plus maintenant, vous mettez le 2 comme ça. Maintenant, le H là et le H2, ça va donner H3. On donne H3O plus, ce qui donne maintenant 2 plus 2, ça donne 4 H2O. Plus maintenant I2. D'où l'équation qu'on nous demande. Monsieur, Oui, pourquoi on a ajouté 2H2O? très bien. Parce que on a demandé de montrer que l'équation s'écrit sous la forme H2O2 plus I2I- plus 2H3O plus. Et on vient de faire la leçon sur les acides. On sait que les acides sont caractérisés par l'ion H3O plus et non pas l'ion H plus. Oui. Est-ce que c'est bon? Oui. Et maintenant, on sait que dans l'eau, il y a l'ion H3O plus et il y a l'ion OH-. Ok. Maintenant, comme nous, on a H plus, pour avoir le H3O plus, il faut apporter de l'eau. Ok. You know? Oui. Yeah. Très bien. Question suivante. Oui, Tierno. Allez-y.
Bon, on continue. Tcherno n'est pas là. Très bien. Qui c'est? Voilà, on a notre... Oui, Tcherno? Monsieur, Oui, c'est H2O2 au lieu de H2O. merci beaucoup. H2O2. H2O2, c'est très bien. Toi, tu suis. Tu as plus un. Allez-y, on continue. Donc, Tcherno n'est pas là. Voilà, donc la question qui suit, on demande de trouver quoi? Nia, tu continues? Euh, on demande, euh, on a dit les concentrations initiales des réactifs H2O, H2O2 et I- dans le mélange réactionnel sont notées H2O2 et I- Mhm. initial. Très bien. Donc, on demande D'exprimer d'exprimer. les concentrations initiales des réactifs Très bien. H2O2 et I- initial. Initial. Voilà, on note ça comme ça. Ça, c'est un mélange. Lorsqu'on a un mélange, pour calculer la concentration de H2O2 dans le mélange. Mhm. Donc, je cherche le nombre de moles de soluté divisé par le volume total. Concentration, c'est toujours le nombre de moles de soluté sur le volume total. Maintenant, ici, son nombre de moles, on se réfère à l'énoncé. On a dit 2 oxygénés de volume V2 et de concentration C2. Donc, je vais dire, c'est C2 fois V2. Maintenant, comme on est dans le mélange, je prends V1 plus V2. Et j'ai ce qu'on appelle la concentration de H2O2 dans le mélange. Si vous voulez, on peut remplacer les volumes pour obtenir en fonction de C. Donc, comme C n'est pas connu, mais on connaît le volume, on peut laisser le volume en millilitres. Donc, cela va être 50 C2 sur... Maintenant, le volume, c'était 50-50. 50 plus 50, ça donne 100. Donc, on va mettre sur 100. Maintenant, on peut mettre directement sur 100. Donc, cela va donner combien? 50 divisé par 100, ça donne? C'est la moitié, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça va donner C2 sur 2, parce que j'ai laissé les volumes en millilitres. Très bien, on continue toujours. On passe à la concentration de I-. Toujours dans le mélange. Hein? Attention, ça, c'est dans le mélange. Hein? Maintenant, la même formule, je prends son nombre de moles, c'est C1V1 sur le volume total. On remplace. Maintenant, C1, c'est pas donné, je laisse en fonction de C1. Donc, ça va être C1 multiplié par 50, n'est-ce pas? Sur combien? 100. Sur 100. Et vous obtenez encore C1 sur combien? Sur 2. Sur 2. Voilà, donc c'est ça qui nous donne la concentration de H2 et de I- dans le mélange. C'est bon pour tout le monde? Oui. On continue. La question qui suit. Nia? On demande, on a dit en exploitant la courbe de la feuille annexe, justifier que l'eau oxygénée est en excès. Très bien. En exploitant, justifier que l'eau oxygénée est en excès. Très bien. Tu proposes quoi, Nia? On fait le bilan molaire. Bon, mais si on fait le bilan molaire, alors qu'on n'a pas la concentration, est-ce qu'on peut trouver le nombre de moles? On Ouais, passe à... Donc, d'après la courbe, qu'est-ce que vous remarquez au niveau de la courbe? On a tracé la courbe de disparition de l'eau oxygénée, n'est-ce pas? Et vous voyez la quantité de matière. Tcherno, tu es là. Donc, si tu regardes AT égale à 0, que vaut le nombre de moles de H2O2? 0,5. 0,5. Regardez l'unité. C'est en millimoles. On Très doit bien. convertir ça en moles. Voilà, il faut toujours regarder l'unité. Hein? Donc, AT égale à 0. AT égale à 0. Le nombre de moles initial de H2O2, c'est égal à 0,5 millimoles, si vous voulez, millimoles. Maintenant, si vous regardez en bas, vous voyez que la réaction est terminée. Ça termine à quelle date? Entre 10 et 15.
Mais 2,5, je crois. Bon, regardez, à quelle date la courbe est devenue constante? Ouais. Je dirais 30. Tu dirais 30. Oui, Ou bien 30, 32 ou 33, comme ça. C'est bon? 33. Oui. Eh bien, vous voyez que ici, la quantité de matière n'évolue plus. Mhm. Donc, cela veut dire qu'il y a une quantité qui reste. Parce que si la réaction était totale, à la fin, on doit obtenir combien? 0. Maintenant, vous dites d'après le graphe, à la date T égale qui, la réaction est terminée et il reste 0,2 millimoles. Donc, on peut dire que l'eau oxygénée est en excès. Parce que si l'eau oxygénée était le réactif limitant, à T égale infini ou T égale à 35, la courbe devait être nulle. Ça devait passer par là. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui. Donc, à T égale à 32 minutes comme ça là, le nombre de moles de l'eau oxygénée est égal à 0,2 millimoles. Donc, vous dites que à T égale 32, la réaction est terminée, alors qu'il reste toujours l'eau oxygénée. Donc, on peut conclure que l'eau oxygénée est le réactif en excès. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà, donc, conclusion, l'eau oxygénée est le réactif en excès. L'eau oxygénée, n'est-ce pas? Voilà, H2O2 est le réactif en excès. Donc, vous dites H2O2 est le réactif en excès. C'est bon pour tout le monde? Oui. Très bien. Question suivante. Allez-y, Nia. Adi Maguette, elle est fatiguée. Non, Tierno, oui. Allez-y, Adi. on demande de déterminer C1 et C2. Très bien. On vous demande de trouver maintenant C1 et C2. Oui. Donc, comment on va faire? On passe. Oui. Tu proposes quoi? Allez-y. On connaît le nombre de moles ici. Oui, Ben, on connaît? À T égale à 0. Mhm. Le nombre de moles de H2O2 égale à 0,5. Très bien, égal 0,5 millimoles. On avait la relation qui Mhm. Le nombre de moles égale C1 fois V1. Très bien. Donc, on sait que le nombre de moles d'un corps, en connaissant la concentration et le volume, on peut le calculer. C'est C1 fois V1. Oui. Maintenant, à T égale à 0, d'après la courbe, le nombre de moles égale à 0,5 millimoles. Maintenant, on peut tirer là-bas la concentration. Donc, vous dites concentration C1 n'est rien d'autre que le nombre de moles à T égale à 0, N2 à T égale à 0 sur le volume. Donc, connaissant le nombre de moles, on peut calculer la concentration. Maintenant, si vous appliquez, vous dites 0,1. Maintenant, 0,5, attention, c'était en millimoles. On convertit en moles, ça donne 10 puissance moins 3. Divisé par le volume, c'était en millilitres. On convertit en litres. 50, 10 puissance moins 3. Donc, 50, 10 puissance moins 3. Et faites le calcul, ça vous donne la valeur de la concentration. Donc, vous voyez que les 10 puissance moins 3 vont se simplifier. Et vous trouvez combien? 0,01. 0,01. Très bien, on trouve 0,01 mol par litre. Voilà, c'est ça la concentration de la solution d'eau oxygénée. C'est bon? Oui. Mais monsieur, Ou bien, tu avais exprimé la concentration en mettant C2. l'eau oxygénée, c'est pour C2. Oui. D'accord, ici, ce sera C2 alors. Donc, vous mettez C2 au lieu de C1, n'est-ce pas? Donc, vous avez C2 fois V2. Pourquoi on n'a pas utilisé T différent de 0 au lieu de T est égal à 0? Je n'ai pas compris.
Pourquoi on n'a pas utilisé AT est égal à 32, différent de 0? On a AT égale à 32. Ce qu'on a là-bas, c'est la quantité restante. Alors que nous, on nous demande la concentration au départ. Connaissant le nombre de moles initial, je peux calculer aussi la concentration initiale. Parce que la concentration varie avec le nombre de moles. Si le nombre de moles diminue, la concentration diminue. Voilà, donc nous avons ici la concentration C2. Maintenant, comment on va faire pour trouver la concentration C1? La concentration C1. On va passer molaire ou bien? Très bien. On avait dit que l'eau oxygénée est le réactif en excès. Maintenant, on connaît la quantité restante, n'est-ce pas? C'est combien? 0,2. Très bien. Donc, AT égale à 0, on connaît la quantité initiale. AT égale à 32, on connaît la quantité restante. Donc, AT égale 0, N initial de H2O2 égale 0,5 millimoles. AT égale 32 ou infini. Infini, ça veut dire que la réaction est terminée. N de H2O2 restant, n'est-ce pas, égale 2,2 millimoles. Maintenant, connaissant la quantité initiale et la quantité restante, on peut calculer la quantité réagie. Donc, vous dites nombre de moles de H2O2 réagi ou consommé, tout ce que vous voulez, égale nombre de moles initial moins nombre de moles restants. Et ça vous donne 0,3. Maintenant, la quantité réagit, c'est 0,3 millimoles. Maintenant, connaissant le nombre de moles réagis, on peut maintenant appliquer le bilan molaire. Maintenant, vous dites d'après le bilan molaire, le nombre de moles d'après l'équation, c'était nombre de moles de H2O2. Très bien, H2O2 sur combien? Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, nombre de moles de H2O2 sur 1, qui est égal au nombre de moles de Très bien, c'est le nombre de moles de I moins sur 2. Maintenant, c'est ça le bilan molaire. Je connais la quantité réagie pour H2O2. Je peux trouver la quantité réagie aussi pour I moins. Donc, je vais dire nombre de moles de I moins n'est rien d'autre que 2 fois le nombre de moles de H2O2 réagi. Est-ce que c'est bon? Oui. Maintenant, vous remplacez. Or, le nombre de moles de I moins, c'est C1 fois P1. Là, vous remplacez, c'est 2 fois, attention, ici c'est 2 fois 0,3 millimoles. Hein? Oui. Voilà, maintenant, si on calcule, ça donne 0,6 millimoles. Maintenant, vous calculez C1. C1, ça va être égal à quoi? 0,6 10 puissance moins 3 sur 50 10 puissance moins 3. Très bien. Et ça donne combien? C'est 0,012. Voilà, donc on aura C1 égale 0,6 10 puissance moins 3 divisé par 50 10 puissance moins 3. Et vous obtenez la valeur. Vous avez dit combien? 0,012. 0,012 mol par litre. C'est bon, qui n'a pas compris? Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez retourner un peu en arrière? Je n'ai pas bien compris. Quelle partie? Là où vous avez dit AT égale à 0, NH2O initial est égal à partir de là-bas. D'accord. AT égale à 0. Nombre de moles de H2 initial égale 0,5 millimoles. Hein? Ça, c'est au niveau de la courbe. Tu vois la courbe? Oui, oui. Donc, AT égale à 0. Le nombre de moles, c'est égal à 0,5 millimoles. Maintenant, en regardant l'évolution de la courbe nous donne l'évolution de la réaction aussi. Donc, on voit que
le H2O2 disparaît progressivement, disparaît progressivement, disparaît progressivement. Tu vois ça? Maintenant, tu remarques à la date T égale à 32 ou 35 minutes comme ça, que la courbe est devenue horizontale. Cette courbe devenue horizontale nous renseigne que la réaction ou bien le milieu n'évolue plus. Comme la réaction n'évolue plus, cela veut dire que la réaction est terminée. Terminé. Très bien. Maintenant, c'est à la date T égale à 32. Maintenant, si on regarde bien, ce nombre de moles, c'est 0,2 moles par millimole. millimole. Tu as compris? Maintenant, comme je connais le nombre de moles initial, je connais le nombre de moles restant. Parce que la courbe là, ça traduit le nombre de moles de H2O2 restant. Donc, il reste 0,2 millimoles de H2O2. Maintenant, on connaît initial, on connaît restant, on fait la différence, ça nous donne Réagir. Tu as vu? Maintenant, d'après le bilan molaire nous renseigne sur les quantités réagies et les quantités formées. Donc, d'après le bilan molaire, le nombre de moles de H2O2 réagi sur 1 égale au nombre de moles de I- réagit aussi sur 2. C'est bon? Voilà, maintenant, j'ai remplacé, j'ai fait produit des moyens égale produit des extrêmes. Et je tire là-bas la concentration de C1 qui est égale à 0,012 mol par litre. C'est bon? Oui, merci. OK, on continue. Qui n'a pas compris? Monsieur, Monsieur, moi. Oui, parlant allez-y. de bilan molaire, Uh-huh. est-ce que bilan volumique existe? Bien sûr, il y a ce qu'on appelle le bilan molaire. Il y a aussi ce qu'on appelle le bilan volumique. On utilise le bilan volumique lorsqu'on a les corps qui sont à l'état gazeux. Si les corps étaient à l'état gazeux, on pouvait directement utiliser le bilan volumique au lieu du bilan molaire. Parce que volume, c'est en rapport avec le volume molaire et le nombre de moles. Donc, nombre de moles égale volume sur volume molaire. Si on applique la même formule et partout c'est les volumes molaires vont se simplifier. Donc, le bilan volumique, on l'applique lorsque les corps sont à l'état gazeux. Ok, merci beaucoup. Oui, Mariam, Siga? Oui, la quantité de matière qui est dans l'équation représente la quantité de matière de l'oxygéné réagit. Bon, restant. Ça veut dire que ça nous montre l'évolution. Remonte un peu. Je vais te montrer. On a dit la courbe, tu as vu? Oui. Qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? Bon, je dit dans l'équation. Dans l'équation, non, l'équation traduit les quantités ayant réagi. L'équation, ça nous renseigne sur le nombre de moles réagis, le nombre de moles disparus ou bien le nombre de moles consommés. Donc, toujours avec le bilan molaire, il n'y a que les nombres de moles réagis qu'on peut retrouver là-bas. Donc, ici, on a la quantité de matière de l'oxygéné réagit. Très bien. Dans l'équation. Ok, c'est ça que je voulais savoir. Donc, dans l'équation, avec le bilan molaire nous renseigne sur la quantité ayant réagi. Donc, ce qui réagit au niveau de l'eau oxygénée sur 1, c'est la même quantité qui va réagir au niveau de I- sur 2. C'est bon, Mariam? Ça, c'est à chaque fois, non? Toujours le bilan molaire nous donne la quantité réagie. Je n'ai pas dit initial, réagit. Oui. C'est bon? Oui. Alors, pour chercher la concentration, il nous faut la quantité de matière réagie. Si on a la quantité de matière réagie ou bien la quantité de matière initiale, on peut calculer la concentration. Parce que la concentration, c'est rien d'autre que le volume avec le nombre de moles. Nombre de moles de soluté sur volume de la solution. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, quand on fait un prélèvement, la concentration ne change pas. Si tu prélèves une petite quantité ou bien une grande quantité, la concentration reste toujours la même. Oui. Est-ce que ça me suffit à comprendre? Oui. Oui, Mariam? Toujours?
C'est bien, c'est bien. là, regardez, je vous remonte un peu. Si vous voyez bien, j'ai dit nombre de moles de H2O2 initial, n'est-ce pas? C'est égal à C2 fois V2. Tu vois ça, Mariam? Oui, Ensuite, j'ai tiré là-bas C2. C2 égale à nombre de moles de H2O2 sur V1. oui. Donc, je trouve 0,01. Maintenant, je n'ai pas une information sur I-. Le I-, je connais que le volume. Je connais que son volume qui est égal à 50. Maintenant, d'après la courbe, j'ai la quantité de H2O2 restant. J'ai aussi la quantité de H2O2 Initial. initial. Maintenant, je connais H2O2 initial, je connais H2O2 restant. Donc, je peux calculer le H2O2 réagi, ce qui est là, les 0,3. Or, dans le cours, on nous a dit, lors d'une réaction chimique, il y a ce qu'on appelle une relation de proportionnalité qui existe entre les quantités de matière, ce qu'on appelle seulement le bilan molaire ou bien le bilan volumique. Donc, le bilan molaire nous dit le nombre de moles ayant réagi de l'eau oxygénée sur son coefficient est égal au nombre de moles de I- réagi sur 2 aussi. Oui. Maintenant, d'après l'égalité là, je peux trouver le nombre de moles de I2 réagi. Est-ce que vous voyez? Donc, je connais la quantité de I2 réagi, c'est 0,6 millimoles. Maintenant, comme je connais le nombre de moles et le volume, je peux connaître aussi la concentration. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, à une date quelconque, si je connais le volume et le nombre de moles, je peux connaître la concentration. Parce que la concentration change lorsqu'on fait une dilution. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. C'est bon. Oui. Si le nombre de moles diminue aussi, forcément, la concentration va diminuer parce que le volume ne change pas. Parce qu'on dit concentration égale nombre de moles de soluté. Regardez, une concentration égale nombre de moles de soluté sur volume de la solution. Si le volume ne change pas et que le nombre de moles diminue, que fait la concentration selon vous? Le nombre de moles diminue, la concentration va diminuer. Exemple en maths. Si on a C égale 1 demi et 1 cinquième. Voilà, on fait varier le volume, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, dans notre cas, nous, c'est des concentrations. Le volume reste inchangé. Je mets ici 2. Est-ce que vous voyez? Et là, maintenant, je vais changer le nombre de moles. Donc, si je change le nombre de moles, je vais prendre 0,5 sur 2. Maintenant, 1 demi et 0,5 sur 2. Ça donne combien? 0,5 sur 2. Ça donne combien? Un quart, c'est pas... Non. Et un quart, oui. Un quart, c'est 0,25. 0,25, oui. Et là, c'est 0,5. Donc, comment est la concentration? Diminue. Diminue. Parce que si le nombre de moles diminue, forcément, la concentration diminue. Est-ce que vous voyez? Donc, avec la relation qu'on a ici avec le bilan molaire, ce nombre de moles, ça équivaut au nombre de moles de I2 initial. Est-ce que vous suivez? Oui. Mariam, c'est bon? Oui, c'est bon. Peut-être c'est le ramadan, quoi. Non, c'est pas ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, le bilan molaire, on dit nombre de moles de I-, n'est-ce pas? Oui. Tu as vu? Le nombre de moles de I-. On a dit c'est C1 fois V1. Maintenant, quand on fait le bilan molaire, on te dit tu calcules d'abord le nombre de moles initial que tu vas diviser par le coefficient stoichiométrique. N'est-ce pas? Mariam, tu es là? Le ramadan fait quoi? Regarde ici, je te donne un exemple très simple.
Tu es là? Madame? Madame, elle est partie. Elle est partie. Oui. OK. Hein? Elle est Oui. partie. Madame, tu es là? Non, je suis là. Voilà, exemple, Je regarde suis ici. là. Je prends l'eau oxygénée, Oui, je je prends suis là. 0,3. Tu as vu? Tu as vu l'eau oxygénée, je prends 0,3 mol au départ. Et le I-, je prends 0,2 mol au départ. Tu as vu? Madame? Maintenant, pour ce qui reste, regardez, ça c'est le nombre de mol initial de I de H2O2 et ça c'est le nombre de mol initial de I-. Maintenant, en regardant comme ça, est-ce qu'on peut dire que l'un des réactifs est en excès? Je vous pose la question. Oui. Oui, parce qu'on suppose les coefficients. Qui parle? Moi, Ben, oui. allez-y, tu veux dire quoi? Je veux dire que ici, on va supposer que les coefficients stéréométriques sont égaux à 1. Non, on ne suppose pas. C'est le même exercice. Pour Ok. le H2O2, son coefficient c'est combien? Le coefficient, c'est 1. Pour le I-, son coefficient c'est combien? C'est 2. Voilà, j'ai pris un exemple. Ça, c'est le nombre de mol initial et ça, c'est le nombre de mol initial de I-. Tu as vu? Oui. Oui. Maintenant, on veut voir entre les deux qui est le réactif en excès. C'est le H2O2. Non, comment tu as fait? On a divisé par le coefficient. Très bien. Tu prends le N de H2O2 que tu divises par 1, n'est-ce pas? Ça te Oui. donne 0,3. Oui. Tu prends le nombre de mol de I- initial que tu divises par combien? Par 2. Par Par 2. 2. Le initial, c'était combien? 0,2 divisé par 2, ça donne 0,1. Voilà, c'est la quantité initiale qu'on divise par 2. Donc, le bilan molaire, quand on dit initial, c'est la quantité initiale réagit sur 2. C'est bon? Oui. C'est la même démarche qu'on a appliquée ici pour trouver le nombre de moles avec le bilan molaire. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, on avait mis N2 I- égale C1 fois V1 qui est égal à 2 fois le nombre de moles réagi de H2O2. C'est bon? Oui, c'est bon. OK, on continue maintenant. Nya, continue. Alors, maintenant, on demande de définir un facteur cinétique et densité On vous demande de définir un facteur cinétique, puis cinétique. densité 2. Très bien. Qui peut définir un facteur cinétique? Monsieur, Oui. un facteur cinétique est un paramètre qui va influencer la vitesse de formation ou la vitesse de disparition d'une réaction. Très bien. C'est bien. Qui propose autre chose? Vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, on peut avancer. Moi, je suis d'accord. Voilà, donc un facteur cinétique, c'est ça en réalité. Donc, on peut continuer. C'est un composé chimique même qui peut influencer la vitesse de la réaction, c'est-à-dire qui agit sur l'évolution de la réaction, soit augmenter la vitesse ou diminuer la vitesse. Et quand on utilise un facteur cinétique, l'objectif, c'est d'augmenter la vitesse de la réaction. On constate que c'est faible, la vitesse, et on veut augmenter cette vitesse. C'est bon? Allez-y, qui peut citer deux? On a la température. Très bien. On a la température. Oui. Monsieur, Oui. on peut parler de l'influence du catalyseur aussi. L'influence d'un catalyseur. Oui, on peut dire un catalyseur. Mokhtar, on vous écoute? Oui, monsieur. On a aussi la concentration des réactifs. Très bien, soit la température ou bien Soit la concentration. La température. oui, soit on a la température ou bien le nombre de moles ou bien la concentration ou bien un catalyseur. Est-ce que vous voyez? Oui. Soit la présence d'un catalyseur ou bien augmenter la température ou bien
augmenter l'un des réactifs, ou sa concentration, ou bien son nombre de moles. Tout le monde est d'accord? Allez-y, on continue. Maintenant, on demande de déterminer la vitesse de disparition de H2O2. On demande de trouver la vitesse de disparition de H2O2. Maintenant, pour trouver la vitesse de disparition, comment on procède? On fait la différence des concentrations sur la différence des temps. Attention, ici, on a dit déterminer la vitesse de disparition aux dates. Vous voyez, le O, il y a X, date, il y a S, n'est-ce pas? On suppose que c'est la vitesse instantanée. Yeah, c'est toujours la vitesse instantanée. Si on dit entre T égale tel et T égale tel, quand on dit entre, là, c'est moyenne. Mais quand on dit au date, là, c'est la vitesse instantanée. Et pour trouver la vitesse instantanée, on applique la formule, n'est-ce pas? Maintenant, ici, on a demandé de déterminer. Pour déterminer, il faut commencer d'abord par la formule. Donc, vous dites V, la vitesse à la date T égale à 0 comme ça, c'est la vitesse instantanée. Attention, c'est moins dérivé du nombre de moles par rapport au temps. Si on avait ici la concentration, vous mettez moins dérivé de la concentration par rapport au temps. C'est bon? En fonction du temps. Voilà, dérivé voilà, en fonction du temps, dérivé du nombre de moles en fonction de... C'est bon? Oui. Maintenant, la règle a dit quoi? Il faut tracer la tangente à la date considérée. Ici, on vous a aidé, on a tracé déjà la tangente pour vous. Tout le monde voit ça? Oui. Donc, si on regarde bien, la tangente est déjà tracée. Comme on a la tangente, maintenant le reste, c'est de trouver un triangle rectangle. Donc, vous voyez, j'ai un triangle rectangle comme ça. Maintenant, il me faut prendre des valeurs et faire les calculs. Maintenant, si vous regardez bien, de 0 à 0,5, on a déjà l'ordonnée. Donc, on met 0,5 10 puissance moins 3 mol. Sur la base de temps, c'est ça. On n'a pas besoin de mesurer avec la règle ici. On regarde bien le point et on trouve le temps là-bas. Qui peut nous donner le temps? 12,5. Très bien. Donc, regardez bien. De 0 à 5, on a 5 minutes. De 5 à 10, on a 10 minutes. Est-ce que vous voyez? Ainsi, là, c'est de 10 à 15. Maintenant, si vous regardez bien, ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que vous voyez? C'est 5 divisions. Donc, si vous regardez bien, ça correspond à 12,5. Vous prenez... Est-ce que c'est pas 13? Est-ce que c'est pas 13? Non, je crois que c'est On suppose que c'est 13. 13. 11, 12, 13, 14, 15. Oui, on prend 13. 13, c'est beaucoup plus exact. C'est bon? D'accord. Voilà, donc si on prend 13, on a 13 minutes. Donc, si vous faites le calcul, ça donne combien? 0,5 divisé par 13, ça donne? Mais logiquement, le 13, c'est un peu loin, mais c'est bon. Oui? C'est 0,03. On trouve 0,03. Mais attendez, je n'ai pas encore converti les 0,5. Ok, a dit oui. Monsieur, je voulais demander si pour le triangle, la tangente doit tout le temps être l'hypoténuse. La tangente doit être? L'hypoténuse. Oui. D'accord. Toujours la tangente, c'est l'hypoténuse. D'accord. Maintenant, tu traces la tangente à la date considérée et toi, tu cherches un triangle rectangle. D'accord. C'est bon? Mais monsieur, oui. Ici, pourquoi on n'a pas converti avec l'échelle? Bon, ici, regarde bien, comme on a déjà le triangle ici, si tu regardes bien, tu as vu? Là, on n'a plus besoin d'échelle parce que la valeur, elle est exacte. Oui. Tu as vu? Et sur la base de temps aussi, là, on a une valeur exacte. On a pris les 13 là. Donc, comme c'est exact, on n'a pas mesuré avec la règle pour voir la dimension réelle. Donc là, c'est exact, on n'a plus besoin de multiplier par l'échelle. D'accord. On multiplie avec l'échelle si on avait construit nous-mêmes. Exemple, toi, élève, tu fais la construction avec la règle. Maintenant, tu prends la règle, tu mesures. Ce que tu vas trouver, c'est en centimètres. Il faut l'amener en mol ou bien en minutes. Mais là, on a déjà les valeurs en mol et en minutes. D'accord. You know?
Voilà, vous calculez, ça donne combien? 3,94 puissance moins 5. D'accord. Ndeye Gnilane? Bon, monsieur, Oui. le nombre de moles, c'est pas un millimole ou bien un mol? Non, c'est millimol. Il faut convertir en mol. Ils l'ont donné en millimol. Donc, il faut faire la conversion pour trouver ça en mol. Si un élève veut aussi, il peut laisser ça en millimol par minute. Maintenant, il faut tout préciser. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà, donc on trouve 3,84 10 puissance moins 5. Il faut préciser mol par minute. Maintenant, les autres qui veulent laisser en millimol, vous obtenez 0,5 divisé par 13, ça donne 0,03, je pense. Voilà, 0,038 comme ça, millimol par. Là, il faut préciser aussi, hein, millimol par minute. Donc, dans tous les cas, vous aurez le nombre de points. C'est bon? Et si vous regardez bien, on a mis le nombre de points. Allez-y, vite fait, question suivante. Maintenant, on demande aussi la vitesse de disparition à T2 égale à 40 minutes. On vous écoute. À T égale à 40 minutes. Oui. La réaction est terminée, il n'y a pas de vitesse là-bas. Très bien. Vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Oui. Voilà, donc si vous regardez bien, à T égale à 40, la réaction est terminée. Pourquoi? Parce qu'on a une courbe qui est horizontale. Si la courbe est horizontale, ça veut dire que la réaction est terminée. Ici, on n'a pas besoin de tracer une tangente. Donc, la réaction est terminée. Vous dites V 0. à T égale à 40 est nul. À 0 Voilà, millimol. V à T égale à 40 minutes égale à 0. Donc, il n'y a pas de vitesse là-bas, car il n'y a plus de réaction. Il y a des élèves qui vont essayer de tracer des tangentes, sûrement. Comme Adjaratou Gueye ou Makalomum, elle va essayer de tracer quoi. Moi, je pensais à tracer. Très bien. Maintenant, à chaque fois que vous voyez qu'on a l'asymptote horizontale, n'essayez même plus de tracer parce que la réaction est terminée. Donc, on trace que lorsque la courbe a une concavité comme ça, soit vers le haut ou vers le bas. You know? Yes. Voilà. Donc, on continue. Comment évolue cette vitesse au cours du temps? Qu'est-ce qui explique cette évolution? Tout le monde doit trouver ça. Cette vitesse évolue de façon. Comment évolue cette vitesse? Toujours, c'est la même réponse. Elle diminue au cours du temps. Très bien. La vitesse diminue ou bien la vitesse décroît au cours du temps. Car le nombre de moles des réactifs diminue ou bien car la concentration des réactifs diminue. C'est bon pour tout le monde? Oui. Voilà. Toujours en cinétique chimie, la vitesse est maximale à T égale à 0 et diminue au cours du temps. La vitesse diminue au cours du temps car le nombre de moles des réactifs diminue ou bien car vous dites la concentration des réactifs diminue. C'est bon? Oui. Très bien. On passe à la question suivante. Définir le temps de demi-réaction. C'est le temps au cours duquel. Oui. Le temps de demi-réaction, c'est le temps au bout duquel la moitié des réactifs. La moitié des produits formés est disparue. La moitié des produits formés est. Monsieur? Oui. La moitié du produit formé. Je dirais que c'est le temps au bout duquel la moitié de la concentration initiale du réactif limitant a disparu. A disparu. Maintenant, pourquoi tu définis par rapport à la concentration? Le temps au bout duquel la moitié. Bon, c'est vrai, on nous a donné ça en nombre de moles. Le temps au bout duquel. Voilà, donc là, on a le nombre de moles, n'est-ce pas? La définition de façon générale, c'est le temps au bout duquel la moitié du réactif limitant disparaît. Parce que dans une réaction chimique, la réaction se fait mol à mol. C'est bon? Donc, on fait le bilan molaire et non pas le bilan des concentrations. C'est bon? Donc, on dit c'est le temps au bout duquel la moitié du réactif limitant disparaît. Très bien. On vous demande maintenant de trouver graphiquement sa valeur. Maintenant, attention, ici, on a un cas particulier. Lorsqu'on trace la courbe du réactif en excès, pour trouver le temps de demi-réaction,
vous voyez, il faut prendre le nombre de moles initial et prendre le nombre de moles restant, ce qu'on appelle le nombre de moles à T infini. Maintenant, c'est ça qui nous donne le nombre de moles à la demi-réaction. N1 demi, c'est-à-dire N demi-réaction égale. Donc, c'est le nombre de moles initial plus le nombre de moles à T infini ou bien N infini, nombre de moles N infini, sur 2. Est-ce que vous voyez? Maintenant, là, vous avez le nombre de moles initial, c'est 0,5. Et le nombre de moles à l'infini, c'est combien? 0,2. 0,2. 0,2. Maintenant, vous divisez par 2. C'est ça. À chaque fois qu'on trace une courbe de excès, c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, 0,5 plus 0,2, ça donne 0,7. N'est-ce pas? 0,5 plus 0,2. Ça donne combien? 0,7. Très bien. Vous divisez par 2, ça vous donne? 0,35. Très bien. Maintenant, on va venir au niveau de la courbe. 0,35. Vous voyez, ici, c'est bien gradué. Donc, on a 0,3 et là, on a 0,4. Donc, chaque graduation, c'est combien? Donc, vous comptez seulement le nombre de divisions. 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4. Maintenant, vous prenez la valeur et vous divisez ça par 4. Ça vous donne les petites divisions là. C'est 2. Non. Ça donne 0,15. Ou bien, entre 0,3 et 0,4, vous regardez, il y a combien de petites divisions là-bas? 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas? 0,08. 0,08. Maintenant, on va placer les 0,35. 0,35, c'est environ ici, au milieu. Est-ce que vous voyez? Oui. Maintenant, vous projetez ça au niveau de la courbe et vous descendez avec la règle correctement ici. Ça va vous donner le temps. Donc, si c'est bien fait, vous devez trouver temps de demi-réaction, c'est 6 minutes. Est-ce que vous voyez ça? Monsieur, Oui. dans ce cas, s'il s'agit d'une disparition, Mm-hmm. on ne va pas prendre la valeur initiale qu'on divise par 2. Si c'était la courbe de réactif limitant, on allait prendre la valeur initiale divisée par 2. Mais ici, on a tracé la courbe du réactif en excès. Donc, à chaque fois qu'on trace la courbe du réactif en excès, attention, il faut prendre la valeur initiale plus la valeur à l'infini divisé par 2. Est-ce que c'est bon? D'accord. Oui. Maintenant, si on avait tracé la courbe d'un réactif limitant, là, on prend directement la valeur initiale qu'on allait diviser par 2 et projeter. Il faut faire attention avec les cas de figure. Très bien, donc on continue. Il reste la dernière question. Donc, on vous demande on répète l'expérience à la même température. Oui, Makalou? On répète l'expérience à la même température, mais on procède en présence d'ions Fe2+ comme catalyseur. Donc, attention, on a les ions Fe2+ comme catalyseur. Tout à l'heure, vous avez défini un catalyseur, n'est-ce pas? Ou bien un facteur cinétique. On vous dit la valeur de la concentration de H2O2 est-elle la même que celle de la première expérience à l'infini? Ou bien ici, à la place de concentration, on pouvait dire nombre. Oui, Makalou? Je n'ai pas compris comment vous avez fait pour trouver le temps de demi-latence. Le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction. Et d'après la définition, c'est le temps au bout duquel la moitié du réactif limitant disparaît. Est-ce que c'est bon? Oui. Maintenant, ça, c'est défini par rapport à un réactif limitant. Oui. Maintenant, dans notre exercice, nous, on n'a pas tracé la courbe d'un réactif limitant, mais plutôt la courbe d'un réactif en excès. Si on trace la courbe d'un réactif en excès, pour trouver le temps de demi-réaction, il faut prendre le nombre de moles initial ou bien la concentration initiale
plus le nombre de moles en l'infini divisé par 2. Maintenant, cette valeur trouvée, vous projetez la valeur au niveau de la courbe. C'est ça qui vous donne ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. Voilà, donc si c'est bon, on peut continuer. Maintenant, qui peut proposer une réponse pour la question 1.6? La valeur de la concentration est-elle la même? Oui. La valeur de la concentration est-elle la même que celle de la première expérience? C'est-à-dire à l'infini. Si on ajoute un catalyseur, comment est la réaction? Comment est la vitesse de la réaction? Il va modifier la vitesse de la réaction. Donc, la réaction va devenir beaucoup plus rapide. Maintenant, on vous dit, est-ce qu'on obtient la même concentration à la fin ou bien le même nombre de moles à la fin, à T infini? Non. Oui, attention. Là, on obtient la même limite. Même si on augmente la température, ça fait qu'accélérer la réaction, mais on obtient la même limite. Ça ne change pas. Non. Ah, donc ça ne change pas. À T infini, on obtient toujours la même valeur, c'est 0,2 qui va rester encore. Okay. Ça va augmenter juste la vitesse, mais ça ne change pas la limite. C'est pourquoi on vous dit, on répète l'expérience à la même température. On n'a pas changé la température, mais en présence d'un ion Fe2+, comme catalyseur. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, la valeur de la concentration infinie est-elle la même que celle de la première expérience? Oui, c'est la même valeur, sauf que avec le catalyseur, la réaction ou bien la vitesse est beaucoup plus rapide. C'est bon. Maintenant, la dernière question, on vous dit, la nouvelle courbe de variation au cours du temps passe par un point M et N, tracé sur le graphe l'allure. Maintenant, dites-moi, c'est entre quel point, le point M ou le point N? Le point N. Très bien. Donc, si on change avec un catalyseur, la vitesse va devenir beaucoup plus rapide. Maintenant, la courbe va passer par le point N. Et voyez, et les deux vont atteindre la même limite. Donc, toujours, si on change de catalyseur, ça n'influence pas la limite, mais ça influence juste la vitesse. C'est bon? Voilà. C'est bon pour tout le monde? Oui. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui parce que voilà, il fait 16 heures et il y a un autre cours qui attend. Donc, on se donne rendez-vous le dimanche prochain à la même heure, Inch'Allah. Voilà, si vous voulez, on fait quel chapitre? J'ai fait Oscillation. généralité sur les champs magnétiques. Généralité sur les champs magnétiques. Hein? Ouais. Ne vous en faites pas, vous aurez le maximum, Inch'Allah. D'accord. On se retrouve le dimanche à 14 heures. Inch'Allah. Oui, merci Allez, beaucoup. prenez soin de vous. Et vous aussi.